Europe 1, la vie devant soi. Elisabeth Assayag. Bonjour et bienvenue à tous. Pendant 1 heure, nous allons parler ensemble de psychologie, de bien-être et de tout ce qui va nous faire du bien. Maigrir à tout prix, devenir fin et lancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Devenir fin, élancé, rester dans les normes, maigrir à tout prix, c'est ce que nous chante là Sante Severino. Vous l'avez peut-être remarqué là dans les kiosques, les magazines de l'été nous éblouissent en ce moment de ces corps bronzés en maillot de bain. Pourtant, dans la réalité, ce n'est pas si simple pour arriver à obtenir une taille fine ou un ventre plat. Près d'1 Français sur 2 ont déjà fait un régime et dans la plupart des cas, le poids perdu est repris dans les 2 années qui suivent le régime. Alors, pourquoi est-ce si difficile de rester mince? C'est quoi un poids de forme? Que se cache-t-il derrière cette envie de maigrir? Et puis, il paraît que c'est notre cerveau qui décide de notre poids. Alors, doit-on en finir avec les régimes? C'est le titre de votre émission. Pour en parler, je reçois le nutritionniste Jean-Michel Cohen. Nous serons en ligne avec la blogueuse Corinne Ducasse qui a testé tous les régimes qui sont à la mode, qui séduisent de plus en plus les Français. Et puis, nous serons avec Nathalie. Elle a choisi les box minceurs, elle, pour perdre ses 20 kilos. Elle nous racontera. Et puis, Marjorie Sédiki, votre info en plus portera sur... Bonjour à tous et à toutes. Je suis sûre que ça vous arrive souvent de choisir un pantalon à votre taille dans un magasin et pourtant en cabine d'essayage, c'est 10 fois trop petit. Oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Mais oui, ça arrive à tout le monde, homme ou femme. Pourquoi d'un magasin à l'autre, ça taille si différemment? Je vous explique tout ça tout à l'heure. N'hésitez pas à nous suivre sur europe1.fr en direct et vous pouvez aussi nous réécouter quand vous le souhaitez en podcast. Vous pouvez réagir pendant l'émission comme tous les jours sur les réseaux sociaux avec vos commentaires sur le hashtag LVDS ou encore sur Facebook. La vie devant soi sur Europe 1. Nous recevons cet après-midi le nutritionniste Jean-Michel Cohen. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Elisabeth. Pourquoi se mettre au régime ? Simplement pour le désir de se voir différent dans la glace et pour avoir une image de soi qui corresponde à ce qu'on imagine qu'elle est. C'est la raison principale en général de se mettre au régime. Après, il y a une deuxième raison, c'est la demande médicale, qui est la demande d'un médecin qui peut vous proposer ça parce qu'il va penser que c'est favorable pour votre santé. Et puis la troisième raison, c'est la raison sociétale, c'est-à-dire c'est la pression générale qui vous impose d'être au régime sans que vous en ayez besoin forcément. Ça veut dire qu'on a une petite photographie, je pense à la première raison, on a une petite photographie intérieure de notre corps idéal. Oui, on a envie d'être au sommet de ce qu'on imagine devoir être. Donc, à partir de ce moment-là, la première des choses qu'on a la possibilité de transformer, c'est la silhouette, évidemment. Et on va essayer d'agir sur cette silhouette, de réduire sa morphologie et d'affiner sa silhouette pour correspondre à les canons de la mode, mais aussi pour se plaire à soi-même. Mais quand est-ce que ça se passe? Y a-t-il un moment clé dans notre vie où on se dit, ça y est, là, je me mets au régime? Alors, il y a toujours un moment clé. D'ailleurs, la seule raison de se mettre au régime, à un moment donné, en tout cas quand ça marche, c'est qu'il y a une véritable raison ou un véritable déclic. S'il n'y a pas ce déclic, la volonté de se mettre au régime ne suffit pas parce que autour de nous, on a des tas d'éléments de stimulation, que ce soit la nourriture elle-même, la publicité ou bien la convivialité. Donc, l'acte de se mettre au régime est un acte difficile et c'est ce que n'ont pas compris beaucoup de gens à l'heure actuelle. Quand on décide d'être au régime, on recherche toujours une solution simple, rapide et peu contraignante. Ça n'existe pas. Être au régime, ça signifie des modifications tellement importantes que à un moment donné, il faut être porté par sa volonté. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut arrêter avec la langue de bois. Mais on se met un peu la pression quand on le dit. Hein. Si on se dit, bon, on dit à tout le monde, je me mets au régime, là, on se challenge soi-même. Hein. Oui, on se met la pression, mais on se la met en fait essentiellement parce qu'on se trouve un outil de motivation. Ça veut dire que le regard des autres. Le regard des autres. Et puis aussi le challenge. C'est-à-dire, je me suis mis au régime, donc j'ai pas le droit d'échouer. C'est ça qui permet la plupart du temps aux gens d'arriver jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de régimes, de plus en plus de personnes qui veulent se mettre au régime. Faisait-on autant de régimes il y a 50 ans? Je pense que oui. On faisait à peu près autant de régimes. On faisait autant attention. Oui, c'était beaucoup plus discret simplement. Il y avait quelques magazines féminins. Aujourd'hui, il y en a des tonnes. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les images projetées qu'on a à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'on faisait à peu près autant de régimes, mais on ne le disait pas ou on le disait moins. Et il y avait tout autant de solutions stupides que celles qu'on voit aujourd'hui. Ça n'a rien à changer en réalité. On va en parler pendant cette émission de ces solutions stupides, comme vous dites. Qu'est-ce qui a changé dans notre rapport au corps ?
Pas grand-chose. En fait, l'évolution du corps, quand on regarde l'historique de l'évolution du corps, on se rend compte que à chaque période correspond une forme du corps. Sauf que ce qui a changé à l'époque actuelle, c'est que la médecine s'en est mêlée. Mais les femmes du Moyen-Âge avaient une taille extrêmement fine. Puis à un moment donné, elles ont dû être plus plantureuses. Puis on est revenu à l'extrême maigreur avec Victor Marguerite dans les années 1900. Et aujourd'hui, la médecine s'en est mêlée, c'est-à-dire qu'à l'argument esthétique s'ajoute aujourd'hui un argument santé qui sert non pas réellement à maigrir, mais à justifier la demande d'amaigrissement. Et donc la conjonction des deux, les mêmes éléments qu'auparavant, c'est-à-dire la société et le désir médical, font que la pression de maigrir est beaucoup plus importante. Et on vit un paradoxe parce que au même moment où les gens veulent tous être au régime, il y a des tas d'associations ou de situations dans lesquelles on nous dit attention à la discrimination, flattons plutôt la grosseur ou flattons le fait d'être enrobé. Et ça ne marche pas. Ça veut dire que ce sont des coups de com' en général parce que la volonté du public, c'est aujourd'hui d'être plus mince. C'est quoi la taille idéale aujourd'hui en 2018 ? Non, c'est vous posez ça à un médecin, donc vous posez cette question à un médecin. Le médecin que je suis vous dira que le corps idéal, c'est celui où vous vous sentez bien, où vous vous sentez joli et heureux de vivre. Oui, mais vous disiez à une époque, les femmes plantureuses avaient davantage la côte que les femmes très très minces. Aujourd'hui, quel est le canon de beauté ? Il ressemble à quoi ? Aujourd'hui, le canon de beauté des Français, c'est 38-40 de tour de taille. Voilà, c'est clair. Et pourtant, on sait que les magasins ont tendance maintenant à monter dans les tailles. Il commence au 34 aussi, les magasins. Oui, ça commence au 34, mais on sait que le canon de beauté se situe entre 36 et 38, quoi. Voilà, c'est ce que veulent les femmes à l'heure actuelle. Et on sait aujourd'hui que les tailles vont jusqu'à 44, et c'est d'ailleurs un désarroi terrible pour ces femmes qui font plus de 44 de tour de taille, de savoir que dans certains magasins, elles ne pourront pas s'habiller. Mais rassurez-moi, Jean-Michel, rassurez-nous, celles qui font 36-38 sont moins nombreuses que... Oui, bien sûr, mais ça c'est le fantasme. La réalité, c'est pas du tout ça. Les femmes aujourd'hui sont entre 40 et 42 tours de taille en moyenne en France, et on sent qu'il y a une évolution progressive vers la montée de ce tour de taille. Là, on est en plein été, et pourtant il y a encore quelques semaines, on avait des cabinets de diététiciens qui le disent, qui sont remplis, les applications pour perdre du poids qui nous ont fait de l'œil sur la boîte mail très régulièrement. On a l'impression qu'il y a même une forme de violence sur le corps, de se mettre au régime à tout prix avant l'épreuve du maillot de bain là. Alors c'est une économie aussi. Ça veut dire que il y a un business. Bien sûr, il y a un business autour de la minceur. Vous avez parlé des box tout à l'heure. On peut parler des substances, des produits pharmaceutiques. On peut parler des médecins et des diététiciens. Il n'y a pas de honte à le dire. Et donc il y a un business de la minceur et c'est un business florissant. Et qui rapporte ? Oui, florissant parce que il joue sur le fantasme et sur la détresse. Et donc quand vous faites l'association entre le fantasme d'être mince et la détresse des gens qui sont gros, vous avez la possibilité de les arnaquer à tout moment. Et c'est toujours assez révoltant de voir ça. Et mon vieux patron disait toujours que la bêtise des gens n'a pas de limite. Ça veut dire qu'on est toujours prêt à croire au miracle. Idéalement, on prépare comment septembre ? Là, on est en plein été. On doit se priver des esquimaux, du rosé, des saucissons là cet été ? C'est toute la problématique des régimes. C'est qu'en réalité, on n'est pas obligé de se priver de tout ça. On peut apprendre aux gens, par exemple, très récemment, j'ai fait une étude sur les glaces et sur les sorbets. Les gens vont se jeter sur les sorbets ou sur les glaces à l'eau. En fait, ce sont des glaces extrêmement sucrées. Les valeurs caloriques sont aux alentours de 130 calories pour 100 grammes. On se rend compte qu'une glace ou une crème glacée qui fait 180 calories, c'est à peine plus, mais on va la tabouiser, on va la fantasmer, on va la rêver, et quand on va la manger, on va en manger plus que d'habitude. C'est pareil pour le verre de vin rosé. Si on est capable de se limiter à un verre, on peut le faire. La vraie bonne pratique des régimes, c'est apprendre aux gens à gérer l'harmonie alimentaire dans une journée. Ça ne veut pas dire se priver en permanence tout le temps. Régime hyperprotéiné, chrononutrition, coupe-faim, les box minceurs. Corinne Ducasse, elle est blogueuse, elle a tout testé. Elle nous dira ce qui a marché et ce qui est bidon. La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1. Doit-on en finir avec les régimes ? Nous recevons cet après-midi le nutritionniste Jean-Michel Cohen qui nous éclaire sur les régimes. Nous sommes avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous tenez un blog, le blog d'une provinciale, et vous avez testé des tonnes de régimes. Vous avez testé quoi comme régime ? Écoutez, je crois que j'ai un peu tout testé. Les régimes complètement fous, c'est-à-dire avec du raisin pendant 15 jours. La chrononutrition, le régime à base de viande, de protéines. J'ai tout testé et je reviens toujours au régime traditionnel, c'est-à-dire basse calorie. Et pardonnez-moi, quel âge avez-vous, Corinne ? Alors j'ai 60 ans. Et vous pesez combien ? Je pèse 55 kilos et je mesure 1m60. Ah oui, vous avez un super poids, hein ? Oui, mais non, pas spécialement, parce que en fait, mon poids de forme, c'est 51 kilos. Vous chipotez sur 4 petits kilos. Non, je chipote pas, je vous assure que non, je chipote pas. En fait, je suis une ancienne personne obèse, j'étais très forte quand j'étais jeune. J'ai énormément perdu de poids et j'ai toujours lutté toute ma vie pour ne pas le reprendre. Donc vous avez le mot régime dans votre tête depuis toujours ?
alors j'ai eu quand j'avais 30-40 ans, oui, j'avais le mot régime tout le temps, c'était une obsession. Depuis que j'ai pris un peu d'âge, je suis devenue plus raisonnable, donc c'est pas un régime parce que je ne me prive pas. Je vais au restaurant, mon mari fait de très bonnes pâtisseries, donc je mange des gâteaux, ça m'arrive. Mais vous avez raison, je fais ça, puis après je fais attention. Jean-Michel Cohen. Non, mais c'est vraiment le parcours habituel. Moi, j'appelle ces personnes-là, Corinne, les régimeuses. C'est-à-dire des gens qui se sont toujours battus après un poids et qui finalement ont testé tous les régimes en espérant justement qu'il y en aurait un qui serait meilleur que les autres. Et la réalité, elle le dit parfaitement bien, c'est que la seule chose qui marche, c'est abaisser sa ration énergétique et essayer de fabriquer une alimentation suffisamment agréable pour rendre le régime acceptable. Et quand j'entends par exemple les trucs de chrononutrition, ça m'a toujours fait rigoler. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est la chrononutrition ? La chrononutrition, ça fonctionnait sur un slogan, je mange comme un roi le matin, un prince le midi et un mendiant le soir. C'est un slogan, ce n'est rien d'autre, car le bilan d'un organisme ne se fait pas sur une journée. Et l'histoire de ne pas manger le soir, même si ça fait plaisir à certains, n'est pas un critère d'amaigrissement. Les régimes tout protéines semblaient miraculeux simplement parce qu'ils coupaient l'appétit et qu'en même temps, ils mettaient les gens dans une situation de désappétit en les privant de nourriture. Finalement, ils tombaient à des bilans caloriques qui étaient à 500-600 calories, donc ils maigrissaient vite. Et à chaque période correspond son régime miracle. On a connu il y a quelques années, il y a 5-6 ans, le régime du camp. On avait connu le régime Atkins, le régime Montignac. On a connu la cure de raisin que vous avez été assez courageuse pour faire. Combien de temps cette cure de raisin, Corinne ? C'était un mois, mais moi j'ai pas tenu, je l'ai fait 15 jours. Et comment on vit quand on mange du raisin pendant 15 jours ? On vit très mal, je vous assure, très mal. Mais vous aviez perdu au moins ? J'avais perdu, mais j'ai repris immédiatement, quoi. Donc, mais c'est pas forcément bien en plus, parce que en réalité, quand vous prenez une cure de raisin, mettons, puisque vous avez le droit d'en manger à volonté dans ce régime, vous pouvez en manger jusqu'à 1,5 kg par jour. Et en fait, le raisin, c'est 16 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est-à-dire que vous êtes en train de consommer environ l'équivalent de 50 à 60 carrés de sucre par jour, et vous vous nourrissez que de sucre. Aujourd'hui, où on sait que le sucre est un ennemi, en fait, à forte consommation, sérieux. Dans les fruits, ça va, Jean-Michel, le sucre. Non, ça va pas non plus dans les fruits. C'est justement la nouveauté récente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on donnait aux gens tout le temps des fruits pour se gaver. Dès que vous dépassez une certaine dose de sucre dit rapide, vous êtes dans la situation où l'OMS explique qu'au-dessus de 50 grammes par jour pour les femmes et 60 grammes par jour pour les hommes, il y a un risque de maladie cardiovasculaire, de diabète, etc. Donc on mange des fruits, bien entendu, mais on n'exagère pas sur les fruits. Et là, c'était un excès délirant autour du raisin particulièrement. Corinne, aujourd'hui, on vous entend, vous vous sentez mieux dans votre peau ? Alors, je me sens mieux, oui, là en ce moment je suis de nouveau, je ne peux pas dire régime parce que je ne peux plus supporter ce terme. Vous appelez ça comment alors ? Je vais dire, moi j'appelle ça rééquilibrage, voilà. Donc en ce moment je fais attention parce que j'ai pris quelques petits kilos en hiver, j'ai arrêté de fumer cet hiver. Donc, ce qui est facteur de poids aussi d'arrêter de fumer, Jean-Michel. L'arrêt du tabac, Corinne, c'est indépendant de votre volonté. La nicotine est une substance qui provoque une dépense d'énergie. Donc à l'arrêt du tabac, on prend 4 kilos si on ne change pas sa nourriture. Sans rien changer, on prend 4 kilos. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pris 4 kilos. Donc voilà, là je voudrais les perdre et je fais attention. Je fais attention, mais raisonnablement. Mais vous n'avez pas faim là au moment où vous nous parlez, non, ça va ? Pas du tout. Et quand vous avez un petit creux, vous faites quoi ? Alors quand j'ai un petit creux, je prends un fruit, je prends un yaourt, ou je prends un tout petit morceau de fromage, je prends des vaches qui rient parce que c'est le moins gras, je crois. Bien joué. Voilà. J'essaye de me caler, puis je bois et je pense à autre chose. Non, mais Elisabeth a fait la grimace pendant que vous parliez. Je vous rappelle. Vache qui rit, c'est pas franchement je vous rappelle que vous appeliez ça rééquilibrage alimentaire ou régime, c'est parce que le mot régime a été dévoyé qu'on est obligé d'appeler ça rééquilibrage alimentaire. À un moment donné, il faut savoir que la sélection des aliments, elle est beaucoup moins agréable que prendre, 4 rondelles de saucisson ou une demi-tablette de chocolat. C'est vrai. Mais à la place de la vache qui rit, si elle avait pris un petit morceau de comté, ça va. Oui, ça aurait pu aller, absolument. Voilà. On n'est pas dans le chipotage de calories. On peut aussi choisir quelque chose qui nous fait plaisir. Bien sûr, on a des tas de systèmes de collation salée ou sucrée. Mais ce qu'a voulu dire Corinne, c'est qu'à un moment donné, quand elle a faim, elle utilise un système de collation. Elle fait pas un grignotage du type bar, gâteau et compagnie. Merci Corinne, merci de nous avoir appelés. On vient d'entendre donc que Corinne s'en sort plutôt bien. Finalement, elle a réussi à trouver sa solution en mangeant des légumes, des protéines. Pour d'autres, ce sera une nouvelle hygiène alimentaire qui passera peut-être par les riz ou les pâtes, on n'en sait rien. Y a-t-il des bons ou des mauvais régimes ? On en parle après Calogero qui chante 1987. La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1. Bon pour une cure d'amaigrissement d'1 mois à Bride-les-Bains. Faut que j'aille. À Bride, on se débride. À Bride, on se débride. Ah, ne rentrez pas le ventre, ça sert à rien. Si, avoir les chiffres. Je
Je suis votre prof de sport pour toute la durée de votre cure. Je vais redonner à vos fesses un visage humain. C'est Astérix et Obélix. Vous avez fait le régime ? Le régime protéiné. Et vous avez perdu combien ? 1 000 €. C'était l'extrait du film Mince alors de Charlotte de Turckheim. Jean-Michel Cohen, faire un régime, c'est avoir faim, c'est faire du sport. C'est tout le temps difficile ? Comme on vient de l'entendre là dans la bande-annonce du film. C'est pas difficile. On essaye de fabriquer un régime proportionnellement à la façon de manger des gens. Donc ça veut dire que vous essayez de vous adapter au système alimentaire de chaque individu plutôt que de leur donner un régime standard. Alors là, dans ce qu'on entend, ce film drôle de Charlotte de Turckheim, c'était en fait le système des bootcamps, c'est-à-dire ces camps où on y va, on est des soldats de l'amaigrissement, etc. Alors sur le moment, ça marche. Voilà, sur le moment, ça marche. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le régime, c'est le temps idéal pour apprendre aux gens à modifier leur comportement alimentaire pour essayer de faire durer le plus longtemps possible les résultats. Voilà, c'est ça le Donc vrai c'est régime. mieux de le faire à plusieurs plutôt que tout seul à la maison. Il y a eu des études qui ont montré ça, qu'on a 7 fois plus de chances de réussir un régime quand on le fait en groupe que quand on le fait tout seul. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès des communautés de régime ou bien des sites internet de régime qui avaient des communautés, parce qu'on augmentait la probabilité des gens d'être soutenus et d'être engagés dans le régime. Voilà. Mais on fait pas tous le même régime, ça correspond à notre morphologie. Alors donc vous le disiez tout à l'heure, il y a le régime du camp, hyperprotéiné, des régimes monodiètes. Mais c'est quoi un bon régime ? Celui qui sera bon pour moi ne sera pas bon pour mon voisin. Mais vous savez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et vous me connaissez suffisamment pour savoir que j'ai beaucoup cru à Internet, que je crois beaucoup à Internet. Je pense que grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui c'est pour ça que je crois à ces sites de coaching, on arrive à définir un profil individuel, à fabriquer un régime sur mesure et à soutenir les gens par l'intermédiaire d'une communauté. Je pense qu'aucun médecin en France n'est capable de faire ça aujourd'hui parce que vous avez un temps de consultation qui est limité, même s'il est de 45 minutes, que vous êtes obligé de revoir les gens et que pour équilibrer un régime, il faut posséder la connaissance du comportement alimentaire des individus. Et c'est pour ça que cette intelligence artificielle qui arrive dans tous les secteurs de la médecine, elle va probablement révolutionner aussi l'avenir des régimes. Donc vous êtes en train de nous dire que l'intelligence artificielle va vous faire perdre votre boulot à vous tous ? Elle me le fait pas perdre parce que moi je suis rentré très tôt dans les systèmes web et les systèmes de coaching, mais je crois à ça profondément. On en a besoin, c'est complémentaire. Je suis sûr, de toute façon c'est l'avenir de la médecine à tous les niveaux. On en parle pour la nutrition, mais on peut en parler pour tous les niveaux, pour la dermatologie, etc., pour la radiologie. Je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est le moyen de sécuriser les gens. Donc elle va nous aider à perdre le poids qu'on veut en fonction de toutes les données qu'on connaît sur nous. Regardez cette révolution qui est en train de se passer. Vous êtes capable aujourd'hui de prendre votre plat en photo, de l'envoyer immédiatement à un site de coaching ou autre, d'avoir une réponse immédiate, de vous demander comment corriger le soir votre alimentation si vous êtes parti en excès. Qui est capable de faire ça aujourd'hui ? Je veux dire, il faudrait s'attacher, à part les multimilliardaires, il faudrait s'attacher les services d'un nutritionniste à côté de soi en permanence. C'est un accompagnement quasiment quotidien qu'il faudrait. Et ça peut le faire avec l'intelligence artificielle. Les nutritionnistes les plus compétents en France, tous les types qui dirigent les services de nutrition et moi-même, on est confronté à la situation suivante, c'est qu'on pense que le problème de l'amaigrissement, c'est pas seulement le problème du régime, c'est le problème de l'accompagnement et de l'engagement. De l'accompagnement et de l'engagement. C'est comme ça que ça marche. Si vous êtes accompagné et engagé dans le régime, ça marche. Si vous êtes seul livré dans votre coin avec une feuille de papier dans laquelle on vous dit ce qu'il faut faire, à moins d'avoir une volonté extrême, il y a toutes les chances de la terre pour que ça rate. Pas. Et plus ça rate, plus vous grossissez. C'est ça qui est terrible. Faut-il se peser tous les jours, justement, même quand on n'est pas accompagné, mais que nous sommes à la maison avec notre petite feuille, nos calories? Alors, il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça, on aurait dit aux gens, ne vous pesez pas tous les jours, pesez-vous une fois par semaine. Et on s'est rendu compte, ça a été expérimenté, mais vraiment des expérimentations cliniques, pas les trucs à la mort moelle-neu qu'on entend sur le web, etc. On s'est rendu compte que les gens qui se pesaient tous les jours avaient une dynamique d'amaigrissement qui était meilleure que les autres. Alors, j'ai pas à juger ça. Alors, le contre-argument de cette pesée quotidienne, c'est effectivement le côté obsessionnel du poids. Mais qu'on le veuille ou non, on y est. Ça veut dire les gens sont obsédés par ça. Donc, à la limite, si on leur permet de maigrir pendant un intervalle de temps suffisant en se pesant tous les jours, il n'y a pas de tabou à faire ça. Je veux dire, il y a énormément de femmes qui ont même pas de poids à perdre, qui se pèsent tous les matins et qui regardent si elles ont pris 300 grammes, repris, perdu, etc., etc. C'est pas si grave que ça. Et puis avec les balances connectées aujourd'hui, donc vous voyez qu'on retrouve encore l'intelligence artificielle, on arrive à suivre l'évolution du poids, qui est quand même un critère très important. Vous parliez d'intervalle de temps pour un régime. Peut-on être au régime toute l'année ? Oui, parce que sur le mot régime, personne ne s'accorde à dire ce que c'est que le mot régime. Le régime, c'est une modification de son système alimentaire spontané. Vous pouvez être à un régime qui soit à 2500 calories par jour, comme un régime à 900 calories par jour. Donc oui, on peut être au régime toute l'année. Et je dois dire qu'on a tous été frappés par les expérimentations qui ont montré que le fait d'avoir réduit son poids par certains intervalles de temps dans la vie était de bon augure pour la santé. Ça veut dire que la perte et reprise de poids n'est pas une catastrophe en soi. C'est quasiment
vraiment un élément naturel. C'est un élément naturel naturelle. parce que vous contrariez de toute façon. Maigrir sans avoir été mince, c'est contrarier son système génétique et son système usuel de comportement alimentaire. Donc à partir de ce moment-là, il est à peu près certain qu'à un moment donné, sur un événement de la vie, un deuil, un souci, etc., vous allez reprendre du poids. C'est pas grave si vous reprenez un régime agréable. C'est grave quand vous reprenez un régime de terreur. C'est très, très compliqué. On ne maigrit pas tous et toutes de la même façon. On n'a pas tous des kilos en trop aux mêmes endroits. Alors quand les régimes classiques n'ont pas eu d'effet, certains en viennent au régime de l'extrême sans se rendre compte des dangers. On en parle dans un instant. La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Doit-on en finir avec les régimes ? Nous recevons cet après-midi le nutritionniste Jean-Michel Cohen qui nous livre ses meilleurs conseils pour faire un régime qui marche enfin. Jean-Michel, les régimes totalitaires, les régimes de l'extrême, sont-ils dangereux ? Quand je parle de régime totalitaire, c'est le jeûne par exemple. Mais oui, tous les régimes totalitaires. Dès que vous excluez une catégorie d'aliments d'un régime, vous êtes dans le cadre d'un régime totalitaire. Dès que vous faites ça, vous êtes dans un régime qui est potentiellement dangereux. Le jeûne, c'est la façon la plus simple de maigrir puisqu'il y a abstinence alimentaire complète. Mais on peut redire la phrase de Claude Bernard, le lapin à jeun mange du lapin, c'est-à-dire que quand vous ne mangez pas, en fait, comme vous avez besoin de ce que vous mangez votre propre corps, donc c'est un régime qui est dangereux, notamment on a calculé à partir du 15e jour. À partir du 15e jour, vous commencez à attaquer vos organes nobles, c'est-à-dire le cœur, le foie, la rate, les reins, etc. Donc c'est un régime dangereux. Et en plus, c'est un régime fatigant et déprimant. Les gens qui arrivent à le faire, c'est simplement parce que le jeûne provoque une sensation de désappétit, donc ça vous coupe l'appétit au bout du 3e ou 4e jour, parce que vous sécrétez des petits composés chimiques qui vous coupent l'appétit, donc vous traversez pendant une semaine une période totalement euphorique avant de devenir totalement dépressif. Après, les autres régimes exclusifs, comme on a connu avec le régime tout protéines, qui a été un peu dévoyé, il faut le dire, parce que rendons grâce à Monsieur Ducamp d'avoir dit, lui, qu'il fallait manger protéines et légumes. Donc le régime tout protéines était dangereux dans la mesure où il y avait zéro fibre et où on avait une surconsommation de protéines qui attaquait le rein. Et les régimes sans quelque chose sont toujours des régimes dangereux. Mais alors, vous disiez que le jeûne, c'est pas très bon. Pourtant, il y a énormément d'études scientifiques qui le prouvent. Le jeûne, une fois de temps en temps, une fois par semaine, par exemple, ça peut être bénéfique pour notre poids, mais aussi pour notre santé. Oui, mais ça, c'est pas vraiment un jeûne pour nous. Quand vous faites un jeûne sur 24 heures, et on parle du jeûne de 16 heures notamment, c'est une abstinence alimentaire sur une séquence de temps très courte. Ça, c'est pas mal. Il n'y a aucun problème. Moi, je parle d'un jeûne de manger à 17 heures. Voilà. Par exemple. Mais je parle d'un jeûne qui dure, par exemple, comme dans les expériences de gens qui partent dans la nature pendant une semaine en buvant que du bouillon. Ce sont des régimes qui sont potentiellement dangereux. Ça se passe bien si vous êtes contrôlé. Il y a des cliniques qui le font, une à Marbella, une en Suisse, mais ils sont contrôlés médicalement. Et s'il y a, ça coûte une fortune aussi. Voilà, ça coûte une fortune. Et en plus, je veux dire, c'est la prison. Ça veut dire, c'est la grève de la faim complète. Donc c'est la prison. Donc c'est une méthode qui est contraire à la joie de vivre. Mais les régimes exclusifs, c'est-à-dire dès que vous excluez une catégorie d'aliments, que ce soit les glucides, les lipides ou les protéines, derrière, vous êtes dans un régime qu'on peut qualifier de totalitaire. Parfois, malgré les efforts, on constate qu'il n'y a pas 1 gramme en moins sur la balance, même si c'est un régime totalitaire. Que se passe-t-il dans ces cas-là ? C'est notre corps qui refuse de maigrir ? D'abord, le corps a une capacité d'épargne qui est fantastique, c'est-à-dire qu'en situation de famine alimentaire, il a la capacité à réduire son activité. C'est-à-dire, il va dire à ses cellules, dépensez moins d'énergie parce que là, elles nous affament. La deuxième raison, c'est parce qu'on a trois masses importantes dans le corps, qui sont la masse grasse, la graisse, celle qu'on veut réduire, la masse hydrique, c'est-à-dire la flotte, qu'on peut pas réduire sinon on mourrait, et la masse musculaire. Et en fait, de temps en temps, il y a des modifications entre ces masses. C'est-à-dire que vous pouvez très bien perdre de la graisse, mais prendre pendant ce temps-là de l'eau et le poids ne bouge pas. La deuxième raison pour laquelle des fois il n'y a pas de perte de poids, c'est les événements hormonaux, soit les périodes d'activité génitale chez les femmes ou le moment où elles ont leurs règles, soit les prises de médicaments, soit ce qui est très fréquent à l'heure actuelle, les procréations médicalement assistées, qui souvent mettent les personnes dans l'obligation de prendre des traitements hormonaux. Et là, effectivement, il y a une rétention d'eau et de sel qui masque la perte de poids. Les régimes alcalins sont très répandus aux États-Unis. Peut-on parler de régime totalitaire aussi là-dessus ? Oui, la base scientifique de ces régimes est folle. Là, rappelez-nous ce que c'est le régime alcalin. Ça consiste à mettre le soi-disant
à mettre le pH, c'est-à-dire le niveau d'acidité du sang, dans un système alcalin, c'est-à-dire on a un sang qui est basique. C'est compliqué à expliquer, mais en fait, on a un bon sang. Voilà, mais un sang basique, mais en fait c'est stupide parce bien. que de toute façon, un organisme correctement équilibré a la possibilité de se mettre à l'équilibre tout seul. Ce qu'on appelle les régimes alcalins, c'est simplement des régimes où il va y avoir énormément de végétaux. Donc ça veut dire que c'est un régime, voilà, peu de protéines et beaucoup de végétaux parce que les protéines acidifient, les légumes rendent alcalins. Donc c'est sur le plan scientifique, c'est absurde. Donc ça n'a aucun intérêt. Sur le plan pratique, vous vous raccrochez à un système de pensée qui fait qu'au bout du compte, vous mangez moins de calories et vous mangez beaucoup plus de légumes. Ça s'appelle un régime. Mais voilà. il est bon celui-là, il est pas mauvais. Si vous mangez un petit bout de viande et beaucoup de légumes pendant quelques temps, ça va bien marcher, mais je vous conseille pas d'aller manger chez vos copains, ils vont trouver ça triste. Il paraît que la couleur des aliments peut aussi nous aider dans notre diète. C'est très à la mode ça, les régimes colorés. Par exemple, les aliments oranges qui nous aideraient à bronzer, les rouges à drainer, les jaunes à avoir de l'énergie, les verts ça pourrait nous aider à éliminer les toxines, ou encore les blancs pour couper la faim. Ce sont les régimes multicolores. Vous les prescrivez vous dans votre cabinet? Non, je prescris pas. Non, j'ai pas l'habitude de faire des trucs idiots. Donc c'est idiot. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit que c'est orange et que c'est bon pour la peau, c'est simplement parce que la couleur orange manifeste un contenu en vitamine A. Quand on dit que c'est rouge, c'est parce qu'on a des anthocyanate à l'intérieur, qui sont des produits qui protègent les vaisseaux de toute agression. Quand on prend un régime blanc, c'est qu'on a mangé par exemple beaucoup de blanc d'œuf ou beaucoup de laitage, donc c'est riche en protéines. C'est une façon de colorer le système, c'est-à-dire de donner un repère plutôt visuel. C'est pas idiot en soi sur la coloration des aliments, mais c'est sans intérêt pour des gens intelligents pour pratiquer la maîtrise de son alimentation. Les box, vous connaissez? Ah oui, oh là là. On va en parler. Dans un instant, on écoutera Nathalie qui a réussi à perdre 11 kilos grâce aux boîtes livrées avec des repas tout faits de maison. Vous allez nous expliquer votre... Oh là 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 là. La vie devant soi, Elisabeth Assayag, sur Europe 1. Doit-on en finir avec les régimes? Le docteur Jean-Michel Cohen est avec nous cet après-midi pour en parler. Vous n'avez certainement pas échappé aux publicités du programme Minceur comme j'aime. Ce sont des box basés sur le principe du tout en un. Il y a aussi Diète Bon et Delphine, régime box. Dedans, tous les repas sont censés vous faire maigrir vite. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Vous êtes maman de 2 enfants, vous avez 44 ans et vous avez testé les box Minceur, c'était bien? Exactement. Oui, j'ai perdu 11 kilos. Ah, bravo. En 5 mois à peu près, entre 4 et 5 mois. Et j'ai arrêté maintenant, ça fait 1 an et demi. Mmh. Vous avez repris des kilos? Alors j'ai repris 2,5 kilos. C'est rien du tout. Voilà. Bravo. Comment ça marche les box Minceur? Alors en fait, ils vous livrent une fois par mois un carton, à l'intérieur duquel il y a 4 cartons, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Et en fait, à l'intérieur de chaque carton, il y a les plats qui sont déjà préparés. Alors bon, pour le petit déjeuner, ils mettent un petit paquet de muesli. Il y a une feuille dans chaque carton avec le petit déjeuner jour 1, ça au petit déjeuner, tel plat pour le déjeuner, etc. Donc il y a les plats jaunes qui sont pour le midi, les plats roses qui sont pour le soir, mais c'est défini dans le menu ce qu'on doit manger le midi, le soir. Il y a également des barres au chocolat pour la collation de 10 heures. J'avoue que moi j'ai pris le premier jour, mais après j'ai pas eu besoin. Donc les 2-3 premiers jours j'ai pris, après j'ai pas eu besoin. Et donc voilà, il y a juste à suivre le menu, à mettre le plat 2 minutes au micro-ondes. Et c'est prêt. Après, il y a des soupes qui sont lyophilisées, donc pour le soir, haricots verts, légumes, etc. Ou des purées de légumes, potirons et haricots verts, où il faut mélanger dans une casserole avec un peu d'eau. Vous parlez de soupe lyophilisée, vous parlez de plats passés au micro-ondes. C'était bon? C'était pas mal. Alors, il y avait certains plats qui étaient meilleurs que d'autres. Il y en avait qui étaient moins bons, mais bon, dans ce cas-là, je les finissais pas, mais c'est pas grave. Faut pas être fin gourmet quand même. Non, faut pas être fin gourmet. On est bien d'accord. Le magazine 60 millions de consommateurs a fait le test et au-delà du prix, parce que c'est quand même très cher, c'est près de 100 € par semaine. Vous avez payé combien? C'était quoi votre budget? Alors, moi, je payais 349 € par mois. Oui, c'est un sacré budget. Le magazine 60 millions, donc qui a fait le test, a trouvé que la qualité gustative arrive à peine à la hauteur des plats préparés traditionnels, des recettes trop salées, des plats trop sucrés. Au niveau du goût, vous avez trouvé ça comment? Vous dites que c'était pas mal, mais bon, franchement. Bon, c'était pas mal, mais voilà, j'aurais pas fait ça pendant 2 ans, quoi.
Donc ça vous a surtout bien aidé, ça vous a permis de perdre du poids. Voilà, en fait, ça m'a boosté parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un régime et je n'arrivais pas. Je me suis dit, chez moi, je vais manger des légumes. Alors, comme j'ai les 2 enfants, il fallait que je cuisine plusieurs plats différents, etc. Donc, je tenais une semaine et puis après, j'avais plus le temps. Là, ça m'a permis, voilà, je faisais à manger pour les enfants, je mettais mon plat au micro-ondes, je mangeais en même temps qu'eux, et c'était, c'était le côté pratique qui primait pour moi. Donc, il était pratique, vous aviez été prise en charge, il suffisait juste de payer et de suivre les consignes. C'est l'unique régime qui a fonctionné pour vous ? Pour moi, c'est l'unique régime qui a fonctionné, oui. Les autres, vous aviez fait quoi d'autre ? J'ai rien fait de particulier, je vous dis, j'ai essayé de faire un petit peu attention en me faisant des plats à moi, mais c'était trop compliqué, je travaille toute la journée, le soir avec les enfants, mon mari qui rentre, je veux dire, il fallait faire des plats différents et je m'en sortais plus. Donc le côté pratique, c'est vrai, de ces boîtes, c'est facile à suivre, quoi. Et après, ça a été difficile ? Alors, Une fois que vous avez arrêté les box ? Alors non, ça n'a pas été difficile. Bon, j'ai repris les 2,5 kg parce qu'on commence à remanger. En fait, les box, on était en hypocalorie. Et vous n'aviez pas faim ? On était vraiment en dessous du nombre normal de calories journalier. Et c'est vrai, donc forcément, après, quand on remange, mais bon, je me fais... Après, il y avait le côté vie sociale qui était assez difficile à gérer. Vous ne sortiez plus ? C'est-à-dire qu'en fait, la première semaine où j'ai commencé comme j'aime, j'étais invitée chez une amie à déjeuner un barbecue. J'ai emmené mon plat. Et voilà. La première semaine, je ne voulais pas faire d'écart. Et bon, c'est vrai qu'après les déjeuners avec les collègues, etc., j'essayais de zapper un petit peu au début pour parce que si on commence à faire des écarts à droite à gauche, ça marche pas. C'est vraiment un régime qui marche quand au moins le premier mois il y a 0 écart. Après, il peut y avoir un écart qui est gérable. Mais il faut faire 0 écart, il faut suivre à la lettre pour que ça fonctionne. Depuis, vous avez fait des économies et vous avez appris à cuisiner ? Voilà, maintenant j'ai appris à cuisiner, j'achète des légumes surgelés, donc c'est facile, je les fais bouillir et puis bon, je me fais du poulet grillé, des choses comme ça. Merci Nathalie, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que c'est vrai que c'est très bien comme j'aime, moi ça m'a permis de maigrir. Le problème, c'est que ça ne nous apprend pas réellement à manger correctement, dans le sens où les plats... J'imagine, avec les soupes lyophilisées, c'est compliqué. On n'a pas à cuisiner de nous-mêmes. Donc, une fois qu'on est lâché après dans la nature, c'est beaucoup plus... c'est difficile d'essayer de recréer tout ça, quoi. Merci Nathalie, merci d'avoir témoigné, de nous avoir donné votre avis sur les box. Je vous en prie. Vous, Jean-Michel, on vient d'écouter Nathalie, donc qui a perdu du poids grâce à ses box minceurs. Vous en pensez quoi, vous, Jean-Michel, de la box minceur ? Elle a dépensé énormément d'argent, on l'a entendu. Oui, c'est beaucoup trop d'argent. Je rappelle déjà qu'on peut maigrir avec toutes les solutions de régime quand on a le désir de maigrir. Ce qui m'agace dans ces box, c'est beaucoup trop cher. Ça veut dire que je connais la valeur exacte des plats qui sont mis à l'intérieur. Près de 100 € par semaine. Oui, mais ça représente moins de 20% de la valeur de ce que les gens payent. Et en fait, ce que les gens achètent, c'est surtout la publicité vraiment délirante qui est faite autour de ces box. Deuxièmement, attendez, Jean-Michel, quand même, ça l'aide à organiser son régime. Parfois, pour les femmes qui travaillent, qui sont très occupées, c'est très agréable de recevoir sa box. On est tout à fait d'accord, mais allez dans un supermarché, achetez le même nombre de plats préparés, vous allez voir, ça va vous coûter 5 fois moins cher. La deuxième chose, c'est que je vous répète que le régime, c'est le temps idéal pour apprendre aux gens à manger. À moins de suivre ce régime toute la vie, ça veut dire d'avoir un système organisé d'alimentation jusqu'à la fin de ses jours, vous avez toutes les chances de la Terre de reprendre, mais il y a une théorie qui fonctionne très bien dans les régimes sur laquelle joue cette société, c'est le fait que quand vous avez dépensé beaucoup d'argent pour un régime, même si ça ne marche pas, vous insistez. Ça veut dire que ça vous culpabilise tellement d'avoir dépensé cet argent que vous continuez quand même. Donc ça peut les aider. C'est un système, voilà. Si c'était 3 fois moins cher, ça serait pas mal, mais à ce prix-là, c'est pas bien. Les box minceurs, l'acupuncture, tout est bon pour maigrir, mais faire des régimes très souvent, ça peut aussi abîmer l'organisme. Alors, si on maigrissait sans régime et si on profitait des beaux jours là pour commencer, restez avec nous, on en parle sur Europe 1 juste après Bill Withers, Lovely Day. La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1. Doit-on en finir avec les régimes ? C'est le thème de votre émission cet après-midi. Nous sommes avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, et nous sommes en ligne avec Yasmine. Bonjour Yasmine. Bonjour. Vous avez 30 ans et vous êtes une habituée des régimes jusqu'au jour où vous avez décidé de tout arrêter. Racontez-nous.
Alors oui, en effet. Alors moi, j'ai commencé les régimes très jeune, à l'âge de 12 ans, suite à une réflexion d'une prof de sport. Elle vous a dit que vous étiez trop grosse ? Voilà, j'étais trop grosse pour mon juste au corps à la gym, donc ça m'a marqué. Et j'ai commencé les régimes, donc j'ai arrêté les régimes il y a 2 ans. Donc vous avez enchaîné toutes sortes de régimes pendant quoi ? Pendant une dizaine d'années ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire je faisais un régime l'été, je perdais du poids, j'en reprenais, j'arrêtais, puis après j'en refaisais un autre, en essayant toujours le nouveau régime et toujours un peu sur ce principe un peu culpabilisant de se dire que le problème c'est pas les régimes, c'est nous, c'est-à-dire qu'en fait si ça fonctionne pas c'est parce qu'on n'a pas la volonté de le faire bien. Et c'est ça, je pense, le gros problème des régimes, c'est que ça nous donne l'impression qu'on n'est pas capable, alors que c'est juste que non, c'est pas viable ad vitam aeternam de faire attention à ce qu'on mange et de se frustrer ou d'avoir des listes alimentaires. Donc vous repreniez du poids jusqu'au moment où vous vous êtes rendu compte, alors vous êtes arrivé à la taille 36 que vous rêviez d'avoir ? Oui, c'est ça, je l'ai eu. Ça m'a pas apporté le bonheur que j'imaginais. C'est-à-dire, votre corps, vous l'avez pas trouvé joli Non, j'étais jamais assez en fait. C'est-à-dire que je suis partie à manger toujours moins, passer de 1200 calories à 900 calories, en comptant mes calories sur des applications, en me forçant à aller courir à 5h30 au matin avant d'aller au travail. Pour réguler. Si mon mari voulait qu'on aille au restaurant, je regardais sur mon application si ça passait. Donc ça devenait une obsession. Voilà, c'est ça. C'était devenu une obsession. Et donc forcément, à un moment donné, j'ai craqué et j'ai recommencé à manger normalement et j'ai repris du poids. Donc pour arriver à un 42 qui est ma taille actuelle. Et alors comment vous sentez-vous avec votre taille 42, Yasmine ? Alors aujourd'hui, je me sens très très bien de mon 42. Ah, ça fait plaisir. Dans le sens où moi je dis toujours quand on me demande ce que représente mon 42, c'est l'équilibre parfait entre mon amour pour la bouffe et mon amour pour le sport. Et le 42, c'est entre les pizzas et la course à pied, c'est cet équilibre-là. C'est surtout que la taille que vous faites ne définit pas ce que vous êtes. On est un peu plus qu'une taille. Je pense que la taille que j'ai ne vous dit pas si je suis drôle, intelligente, généreuse et sympathique. Et pourtant, ça fait bien plus dans ma personnalité que la taille de mon jean. Et alors donc vous nous dites qu'on peut être heureuse sans faire de régime ? Parce que là, vous faites plus du tout de régime. Oui. Ah non, plus du tout. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'il faut réapprendre à manger en pleine conscience. Donc, c'est-à-dire... c'est quoi la pleine conscience quand on mange ? La pleine conscience, c'est déjà connaître sa faim, connaître sa satiété. C'est déjà un bon début, c'est-à-dire manger parce qu'on a faim, s'arrêter de manger quand on n'a plus faim, pas se forcer à finir son assiette et avoir la différence entre des envies et des pulsions. Grosso modo, c'est ça. C'est vraiment reprendre le pouvoir sur nos sensations de faim, sur notre corps, et écouter notre corps. C'est-à-dire que si certains soirs, j'ai pas faim, je vais pas me forcer à manger. Si d'autres soirs, j'ai faim parce que j'ai fait du sport, eh bien, je mangerai, voilà. Et si je suis au restaurant et que je n'ai pas fini mon assiette mais que j'ai plus faim, je m'arrête de manger. Donc vous avez appris à vous rééduquer par rapport à la nourriture. Merci Yasmine. Donc vous sortez un livre qui s'appelle Body Positive Attitude chez Marabout et on peut vous retrouver sur Instagram sous le nom Daily Killeuse, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. À très bientôt et merci de nous avoir appelé Yasmine. Merci à vous. Jean-Michel Cohen, et si on maigrissait sans régime ? C'est possible. Ah, comment ça ? Oui, c'est possible. C'est notamment quand on a guéri une situation qui était responsable de la prise de poids. J'appellerais ça les kilos émotionnels. Ça veut dire que quand vous grossissez, mettons que vous ayez un événement de la vie assez douloureux, vous allez utiliser la nourriture. Elle peut servir de couverture, un peu comme le ronron qu'on avait quand on était enfant, ou bien elle peut servir à se protéger des autres, ou bien elle peut servir à se remplir quand on a un vide. Et à ce moment-là, quand vous avez réglé le problème, que vous revenez à votre vraie vie, vous allez réduire votre alimentation de façon naturelle. Ça suppose la plupart du temps l'aide d'un spécialiste ou d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre ou d'un psychanalyste qui va vous aider à résoudre le problème et à résoudre la relation que vous mettez entre votre douleur et l'alimentation. C'est-à-dire vous avez la douleur, vous utilisez l'aliment pour guérir de cette douleur et lui va guérir la douleur plutôt qu'utiliser l'aliment pour guérir la douleur. Jean-Michel, le pire, c'est aussi de maigrir trop vite. Ça se paye cher pour notre santé. Donc, peut-on éliminer les régimes et essayer de perdre du poids tranquillement en changeant notre alimentation, tout simplement ?
Alors ça marche, on en a fait la démonstration à plein de reprises, mais ça signifie qu'on a mis les gens dans un système d'engagement particulier, parce que c'est beaucoup plus difficile de modifier sa nourriture et de se contrôler et de manger peu et raisonnablement que de faire des coupures très très brutales dans l'alimentation. Mais sur le long terme, c'est ce qui marchera le mieux. Ce qui marchera le mieux, c'est quand bien sûr. Et on sait que les régimes qui ont duré longtemps, statistiquement, sont les régimes qui perdurent le plus longtemps. Autrement dit, si j'ai fait un régime pendant 1 an pour perdre 10 kilos, j'ai très peu de chance, 1 an plus tard, de les avoir repris. Vous dites qu'il faut se faire accompagner, donc ça veut dire qu'il faut vider les placards de toute tentation. Pour les personnes qui vivent seules, justement, comment peuvent-elles faire pour ne pas céder à la tentation ? Vous avez dit un des trucs les plus basiques des régimes, ça veut dire qu'on commence à organiser sa maison quand on fait un régime. Si vous laissez traîner des paquets de chips, des cacahuètes, des friandises et dans le réfrigérateur les produits laitiers les plus goûteux, vous avez toutes les chances de la terre à un moment donné d'avoir une petite faille. C'est pas gênant d'avoir pris un produit qui n'est pas autorisé dans le régime, mais cette petite faille, elle crée une rupture dans votre tête au niveau de la culpabilité. C'est-à-dire que comme vous avez, entre guillemets, en utilisant le terme vulgaire, craqué, eh bien vous culpabilisez, donc ça vous donne l'envie d'oublier cette culpabilité en recraquant encore plus. Alors, maigrir sans régime, est-ce que, pour le coup, il faudrait trouver la bonne activité physique ? Il y a énormément de grands sportifs qui mangent ce qu'ils ont envie de manger parce qu'ils savent qu'après, ils vont aller courir pendant une demi-heure, 45 minutes en bas de la maison. Là, et ça va les faire maigrir. Poids. C'est-à-dire que pour maintenir son poids, si à un moment donné vous faites un écart et que vous avez fait un jogging, ça marche. Ça veut dire que vous allez rééliminer tout de suite ce que vous avez accumulé en trop. Par contre, c'est une grande fumisterie d'avoir raconté aux gens qu'il suffisait de faire toute activité physique ou du sport pour arriver à maigrir. S'il n'y a pas de contrôle alimentaire, ça ne marche pas. C'est un système qui a été promu largement, notamment par l'industrie alimentaire, pour faire en sorte de dire que c'était de notre faute si on grossissait. C'était pas de la faute des aliments qu'on consommait, c'était parce qu'on ne bougeait pas assez. Et ça, c'est une vraie fumisterie. Donc oui, le sport est bon pour la santé, pour l'immunité, pour le moral. Mais pour perdre oui, du c'est poids. Important d'en faire. Mais pour perdre du poids, ça ne suffit pas. C'est vraiment un mensonge de dire ça. C'est essentiel. Mais c'est essentiel pour votre vie, pour votre activité de vie. Mais ne racontons pas que parce que vous allez prendre des baskets et que vous allez courir tous les matins, vous allez maigrir sans rien faire. C'est pas vrai. Parce que l'activité sportive, en général, elle entraîne la recompensation derrière. C'est-à-dire que vous êtes obligé de compenser ce que vous avez perdu pendant l'activité physique. Donc il y a certaines personnes qui ont une grosse activité physique et à ce moment-là, en fait, ils ont une ouverture de leur appétit qui est beaucoup plus importante. S'ils le réduisent pas, il se passera rien. Toujours, si on maigrissait sans régime, il y a une étude récente qui dit que dormir fait maigrir. Qu'en dites-vous ? C'est pas complètement faux pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que pendant le sommeil, vous sécrétez une hormone qui s'appelle la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Et la deuxième raison, elle est assez simplette, c'est que quand vous dormez beaucoup, vous avez moins de temps pour manger dans la journée. On dort, on arrête de manger, on fait du sport. Voilà, et vous partez en vacances en plus et c'est parfait. Merci Jean-Michel Cohen. Je rappelle que vous êtes nutritionniste. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et tout de suite, l'info en plus de Marjorie Sediki. La vie devant soi sur Europe 1. Marjorie, pourquoi une même taille de pantalon diffère de magasin en magasin ? Pourquoi finalement les enseignes vont rarement au-delà de la taille 42 ? C'est vrai qu'en cabine d'essayage, on s'est tous retrouvés avec un pantalon qui nous allait pas alors qu'on prend notre taille habituelle. Eh bien, il y a 3 raisons. La première, on est fine quand on est adolescente ou jeune femme. C'est à partir de 30 ans qu'on s'arrondit. Eh bien, les marques qui veulent cibler que les plus jeunes femmes, par exemple, ne veulent pas que leurs vêtements se retrouvent sur des femmes un peu plus mûres. C'est cruel, mais bon, c'est une logique économique. La deuxième raison, alors rien à voir avec l'âge, mais plutôt avec le standing et l'image de certaines marques françaises estiment que 42, c'est une grande taille. Elles n'en veulent pas dans leur catalogue. C'est vraiment de l'image. Et en 2013, d'ailleurs, vous vous souvenez de la marque américaine Abercrombie ? Oui. Elle s'était attirée les foudres du public en arrêtant les vêtements à la taille 38. Invraisemblable. Elle avait très très vite rectifié le tir parce qu'elle avait bien compris que les clients n'étaient plus dupes et ne voulaient plus du tout se faire avoir comme ça. Et puis la troisième raison, qui est très logique, si on se met à la place des marques, c'est une question de coût. Bien sûr. Si vous faites des tailles plus de 42, plus de taille dit plus de tissu, et plus de tissu, plus de taille après le 42 dit plus de stock à gérer. Bon, et alors les clientes se rebellent ? Alors ils se rebellent, ils le font savoir maintenant grâce à la magie des réseaux sociaux et commentaires sur Internet. L'année dernière, on a vu que le magasin H&M en Angleterre avait pris l'habitude de mal tailler leurs jeans, qui ne correspondaient pas du tout à la morphologie des clients. Et bien comme ils se sont manifestés, ces clients, pour se plaindre, le porte-parole avait réagi tout de suite d'H&M. Et il avait publié un communiqué dans lequel il était très clair, ils allaient revoir leur coupe et leur taille pour s'adapter aux Anglais. Alors ça va très vite pour les marques.
La marque a réagi. Mais ça va vite, mais vous savez que les marques, elles sont futées, elles pensent avoir réponse à tout. Elles utilisent ce que les Anglais appellent la vanity size, ou plutôt, si vous préférez en français, la taille flatteuse. C'est quoi ça, avoir la taille flatteuse? La vanity size, alors en gros, c'est les fabricants qui vous proposent une taille plus grande que celle utilisée sur l'étiquette. Malin. Donc, si vous faites du 40 ou du 42, eh bien le fabricant va vous mettre 38 sur votre étiquette. Comme ça, vous, devant la glace, vous serez très contente de pouvoir rentrer enfin dans un 38. Et c'est une enquête de 60 millions de consommateurs en janvier 2016 qui nous montrait pourquoi on ne fait jamais la même taille. Par exemple, je vous prends les marques de l'enquête. Il y avait Zara, H&M et Gap. On pouvait trouver pour une même taille jusqu'à 8 cm d'écart entre les chemises ou 4 cm entre deux jeans. Alors, selon l'Institut français du textile et de l'habillement, les Françaises ont pris quelques kilos, mais ça, on n'a pas envie de l'avouer, ces dernières années. Et comme on veut pas heurter leur sensibilité, on veut les garder en plus comme clientes, alors on flatte leur ego en faisant croire qu'elles ne font comme nous que du 40 au lieu du 42. C'est ça, la taille flatteuse. Merci Marjorie, on vous retrouve demain. Merci à vous Jean-Michel Cohen d'être venu nous voir aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve demain et nous allons parler de l'échec. Sommes-nous tous capables de nous relever d'un échec? J'espère que oui. Ce sera en tout cas le thème de votre émission demain à partir de 15. 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 Demain